Bonjour tout le monde, bienvenue pour ce nouveau webinaire de l'innovation organisé par l'agence Thales Mariapolis en partenariat avec l'IMT Mines. La thématique de ce matin, c'est le pilotage financier et les tableaux de bord. Ce webinaire sera animé par Juliette Combe, expert comptable. Petit point d'organisation, donc l'intervention va durer 40 à 45 minutes. Vous pourrez poser vos questions via l'outil Zoom et nous prendrons du temps à la fin de l'intervention pour répondre à toutes vos questions. Et ce webinaire sera disponible en replay dès demain. Voilà. Je passe la parole à Muriel Durand. Donc, bonjour à tous et bienvenue pour ce nouveau petit déjeuner d'innovation confiné. Et effectivement, du coup, je voulais déjà vous prévenir du prochain petit déjeuner qui aura lieu le 1er décembre et qui sera également en visioconférence sur Zoom sur la thématique des relations presse, mode d'emploi. Donc voilà, l'agence Résonance interviendra sur la thématique de relations presse. Donc vous pouvez dès à présent bloquer votre première partie de matinée du mardi 1er décembre. Voilà, et bon petit déjeuner avec Juliette Combe. Bonjour à tous. Voilà, donc comme vous l'ont indiqué Muriel et Philippe, je vais pendant une quarantaine de minutes vous présenter le sujet du pilotage financier et des tableaux de bord dans une entreprise, mais aussi sur une entreprise en devenir, en création. Qu'est-ce qu'il faut déjà mettre en place, comment le mettre en place, sur qui s'appuyer, voilà, toutes ces choses-là. Donc, on y va, je vais partager mon écran et puis vous donner toutes les explications nécessaires. C'est bon, on voit bien votre écran. Ok, super. Donc, pilotage et tableau de bord. Alors, pourquoi est-il important de piloter avec des indicateurs financiers son entreprise et de mettre en place des tableaux de bord? Tout d'abord, pour prévoir, bien entendu, pour prévoir les choses, établir un prévisionnel, on va le voir ensuite, pour anticiper les bonnes choses comme les difficultés, pour pouvoir piloter au quotidien avec des indicateurs. On verra quels indicateurs mettre en place, pourquoi, quand, ne pas non plus en mettre trop, ce qui aurait tendance à se noyer dans l'information. Et puis ensuite, pour pouvoir comparer tout ceci et corriger lorsque c'est nécessaire. Alors, quand est-ce qu'on met en place tous ces outils? Ces outils, on va les mettre en place en création, c'est-à-dire avant la création. Actuellement, quand la plupart d'entre vous sont probablement incubés, eh bien, vous travaillez sur votre projet et aussi sur la partie finance de votre projet, où vous allez mettre en place ce qu'on appelle plus globalement un business plan, un business model. Et bien, dans ce business plan, il y a bien entendu une partie financière avec des tableaux prévisionnels que l'on va voir également. Et puis, une fois que l'entreprise a vu le jour, c'est tout au long de la vie de l'entreprise, qu'elle aille bien ou moins bien ou pas du tout bien, il est primordial, il est important de mettre en place des outils si simples, rapides, mais il est important de les suivre parce que si on attend la fin de l'année d'avoir établi les documents obligatoires, qui sont le bilan et le compte de résultat, eh bien, on va constater
les difficultés ou les succès, ce que je vous souhaite, mais on n'aura pas du tout anticipé. Donc, on va se retrouver face à des difficultés, même si l'entreprise va bien. Alors, si l'entreprise va très bien, vous allez dire quelles sont les difficultés. On peut se retrouver avec un beau résultat, mais avec une trésorerie qui peine parce que en début d'activité, j'ai dû financer la partie investissement de base, mais peut-être que j'avais pas assez prévu de financement. Donc, je vais me retrouver un petit peu en manque de trésorerie. Et puis, à cela vient se rajouter le financement du stock qui a augmenté parce que mon activité a augmenté. Donc, le financement plus globalement du besoin en fonds de roulement. Eh bien, tous ces indicateurs vont me permettre de suivre ces éléments et d'anticiper à un moment donné, est-ce que je dois aller voir mon banquier pour négocier avec lui peut-être une petite ligne de découvert, ou alors est-ce que je dois faire appel à un facteur pour financer mes créances clients? Voilà, toutes ces choses-là, eh bien, grâce à ces indicateurs, vont me dire quand est-ce que je dois faire les choses. Alors, quand et pourquoi? Plus en détail, en phase de création, comme je vous le disais, à quoi va servir à quoi vont servir les indicateurs? À s'assurer de la faisabilité du projet. Donc, grâce à l'établissement de ce prévisionnel, vous allez vous assurer que le projet est viable économiquement et financièrement. Et grâce à l'appui de ce prévisionnel qui sera intégré au business plan, vous allez aller solliciter des financements. Alors, les financements bancaires, bien entendu, par le biais de prêts, mais également la demande de financement de partenaires. Alors, il y a les chambres consulaires, par exemple, les prêts d'honneur, les prêts, mais aussi via les régions, où on a quelques financements qui existent en fonction des secteurs d'activité. Et puis également les subventions. Et vous êtes directement concerné puisque on a une grosse enveloppe qui existe sur les subventions à l'innovation. Au cours de la vie de l'entreprise, donc comme je vous l'ai dit, pour comparer avec ce qui a été prévu initialement, pour prévoir l'avenir et pour corriger les écarts. Alors, comment est-ce qu'on va pouvoir mettre en place tout ceci? Donc, à la base du projet, avant la création, mais aussi en cas de nouveaux projets au cours de la vie de l'entreprise, on va établir ce prévisionnel. Tout au long de la vie de l'entreprise, alors peut-être pas dès le début, parce que vous aurez établi le prévisionnel, parce que vous aurez la tête dans le guidon et qu'il faudra avancer sur plein d'autres aspects, mais assez rapidement, il faudra mettre en place un tableau de bord qui va vous permettre de suivre quelques indicateurs. Si simple soit-il, hein, mais quelques indicateurs, peut-être qui seront complétés ou peut-être que vous vous rendrez compte par la suite que vous en avez trop mis. Et dans ce cas-là, vous en supprimerez quelques-uns qui n'ont pas de grande utilité. Et puis le troisième point, c'est le tableau de suivi de trésorerie qui existe dans le prévisionnel, que l'on pousse plus ou moins loin d'ailleurs dans le prévisionnel, en fonction aussi des financements que l'on va aller solliciter. Par exemple, le banquier ne vous demandera pas spécialement un tableau de trésorerie détaillé sur la première année. Lui, il va vérifier la trésorerie initiale au moment où vous créez l'entreprise avec vos besoins, vos ressources, et puis il va vérifier le solde de trésorerie à la fin de la première année, de la deuxième année, de la troisième année. Voilà. Il va se contenter de ça en général. En revanche, si vous sollicitez des financements tels que des prêts d'honneur, par exemple, via les chambres consulaires, et bien dans les dossiers, il est demandé un tableau de suivi de trésorerie prévisionnelle du coup sur à minima la première année. Donc mois par mois, qu'est-ce qu'il se passe?
Ça permet quoi? Ça permet de se questionner sur la saisonnalité de son chiffre d'affaires. Est-ce que mon chiffre d'affaires est lisse toute l'année ou en fonction de mon activité? Est-ce que j'ai des pics d'activité? Quels sont mes délais d'approvisionnement pour prévoir les achats de stock par rapport à la période où je vais réaliser mon chiffre d'affaires? Et tout ceci, ça va vous permettre de voir que sur une année, on peut partir initialement d'une trésorerie positive sans aucun souci. À l'arrivée, à la fin de la première année, avoir également une trésorerie positive, mais se rendre compte qu'au cours de l'année, eh ben, ça va être un petit peu plus compliqué en fonction voilà, de cette saisonnalité, des délais d'approvisionnement, des conditions de négociation aussi, des paiements des dettes fournisseurs, des conditions d'encaissement des créances clients également. Voilà. Et donc, ce tableau de suivi de trésorerie va vous permettre de mettre en exergue ces aspects-là. Le prévisionnel. Alors, le prévisionnel, là, moi, je me focalise uniquement sur la partie financière, d'accord? Sachant, comme je vous le disais, qu'il est intégré à plus généralement le business plan dans lequel vous allez avoir votre étude de marché, la présentation beaucoup plus détaillée du produit ou du service que vous allez proposer sur le marché. Voilà, de tous ces aspects-là. Moi, sur la partie prévisionnelle, donc ce que je peux vous en dire, c'est qu'il est généralement composé de deux parties essentielles. L'une plutôt descriptive et l'autre, bien entendu, chiffrée. La partie descriptive, elle va se composer de 5 sous-parties. D'abord, une note de l'expert comptable. Donc, ce que je vous invite à faire, alors je prêche pour ma paroisse certes, mais c'est de vous appuyer sur un expert comptable qui, même si vous avez travaillé sur des tableaux, même si vous avez des modèles, ce n'est pas un souci, bien au contraire, ça permet de ne pas partir de zéro, mais l'expert comptable sera là pour valider vos chiffres, pour vous aider peut-être à réfléchir sur certains aspects, comme je vous l'indiquais, sur votre trésorerie, comment elle va évoluer sur la première année, qu'est-ce qu'il faut prévoir comme financement, est-ce que vous avez de la marge ou au contraire, est-ce que vous êtes un petit peu juste dans ce que vous avez prévu. Donc, première sous-partie, il y aura une note de l'expert comptable qui ressemble un petit peu à une sorte alors, ce n'est pas une attestation en elle-même, mais ça indique que voilà, nous portons notre jugement sur ce prévisionnel que nous avons établi sur telle durée, qui a été établi grâce aux hypothèses d'exploitation qui nous ont été transmises par le porteur de projet, mais qu'on a eu un œil critique dessus, et que on a éventuellement des remarques à faire sur ces hypothèses, mais que surtout, on ne vérifiera pas la réalité des hypothèses qu'on a émises. Le prévisionnel restera un prévisionnel et je dirais presque, peu importe ce qui se passera après, en tout cas, le financeur, il va se baser sur ce prévisionnel et sur rien d'autre. Voilà. Bien entendu, on va se servir de ce prévisionnel ensuite pour analyser on va s'en servir notamment dans le tableau de bord sur la première année, puisqu'on n'a pas de recul sur des chiffres existants. Mais on va se servir de ce prévisionnel, mais ça restera interne. Deuxième sous-partie, on va décrire le projet. Donc, assez simplement, assez succinctement, mais on va décrire, voilà, quand est-ce qu'on souhaite démarrer, quel est le projet, où va-t-il être situé, voilà, les
les 3 points essentiels. On va présenter également le porteur de projet. Donc, qui est-il? Quelle est son expérience? On va même insérer un CV dans les annexes. On va indiquer également en 4e sous-partie l'indication du choix de la structure juridique et de la composition du capital, le cas échéant, si on est en société, ce sera le plus souvent le cas. Alors, pourquoi on va indiquer? Parce que ça a un impact sur le prévisionnel, bien entendu, la structure juridique, ça a un impact sur le régime fiscal, ça a un impact sur le régime social du dirigeant. Donc, il est important d'indiquer de manière claire et précise quelle est la structure juridique que l'on a choisie et même les options fiscales qui vont être retenues. La composition du capital, à quoi elle va servir? Elle va servir à indiquer aux financeurs qui est partie prenante dans le projet. Voilà. Et puis, en dernière sous-partie, là, on se rapproche de plus en plus de la partie financière. On va indiquer les hypothèses d'exploitation que l'on a retenues. On va souvent faire un petit tableau assez synthétique, mais qui explique comment on a déterminé le chiffre d'affaires. Alors, avec, je prends un exemple, je vais vendre des pièces usinées. Je vais vendre des machines, voilà, quel est mon prix unitaire, combien de machines est-ce que je compte vendre la première année, la deuxième année, la troisième année. Voilà, ce sont ça les hypothèses d'exploitation en termes de chiffre d'affaires. En termes de marge, s'il y a des spécificités, je vais l'indiquer aussi. Sur la masse salariale, là aussi, s'il y a des spécificités, je l'indique. S'il n'y en a pas, les tableaux financiers seront suffisants. On arrive donc à la deuxième partie de ce prévisionnel, qui est la partie chiffrée à travers donc les tableaux financiers. On en a tout un tas de tableaux, mais les essentiels sont ceux que je vous ai indiqués. Donc, le plan de financement initial, et puis sur les 3 années. Souvent, je ne vous l'ai peut-être pas précisé, mais souvent le prévisionnel sera sur 3 ans. Il y a des activités où on va jusqu'à 5 ans. Les logiciels sont capables d'aller jusqu'à 10. Mais disons, c'est clairement de la clairvoyance. Donc, un plan de financement où on va indiquer quels sont mes besoins à financer en matière d'investissement, mais aussi de besoins en fonds de roulement, stock, créances clients, et quelles sont mes ressources, de quel financement je vais profiter, je vais bénéficier, donc emprunt, subvention, voilà, tout ce qui peut exister. Quel est le capital, puisque c'est une ressource, donc quels sont mes apports, mais aussi ceux éventuellement de mes associés, de mes actionnaires. Éventuellement, si je ne mets pas tout en capital, est-ce que je vais avoir des comptes courants d'associés? Et puis, le financement du BFR aussi va passer par les délais de paiement fournisseurs. Voilà. Donc ça, c'est le plan de financement. La détermination du besoin en fonds de roulement, je vous l'ai plus ou moins indiqué dans le plan de financement. Donc, quel va être mon besoin à financer avec, donc qu'est-ce que je dois financer? Je dois financer mon cycle d'exploitation. Mon cycle d'exploitation, il est composé de mes stocks, que ce soit des stocks de matières premières, d'encours, de produits finis ou de marchandises. Je vais devoir financer mes créances clients, mes éventuelles autres créances, si jamais j'en ai, peut-être la TVA sur de gros investissements, le temps que l'administration me la rembourse. Et puis, qui va venir diminuer un petit peu mon besoin, je vais avoir toutes mes dettes d'exploitation qui vont me permettre d'avoir un petit gain de trésorerie pour pouvoir financer mes besoins. Donc, mes dettes fournisseurs, dettes fiscales et sociales. Là aussi, il y a des dates précises de paiement des dettes sociales et fiscales. Et puis, des autres dettes, éventuellement. Est-ce que j'ai recours à un factor? Dans ce cas-là, mes créances clients restent, mais je les fais financer par
par un tiers, donc j'ai une dette envers lui. Voilà. La détermination du BFR. Ensuite, le compte de résultat prévisionnel et les soldes intermédiaires de gestion. Donc, c'est la même chose, sauf que c'est la présentation qui est différente. En matière de suivi de gestion, on aura tendance plutôt à suivre des soldes intermédiaires de gestion qu'un compte de résultat. Pourquoi? Parce que c'est beaucoup plus lisible et ça permet d'avoir ces fameux soldes qui sont nécessaires en analyse financière. Donc, quels sont les soldes principaux? Ce sont les marges, c'est la valeur ajoutée, l'excédent brut d'exploitation et le résultat. D'accord? Le bilan, bien entendu, c'est une photographie donc, du patrimoine de l'entreprise à un instant T. Il va permettre de voir quel est mon actif immobilisé, donc quels sont mes investissements qui ont été nécessaires à mon projet, quelles sont mes ressources stables. Pardon Philippe, est-ce que tu peux juste couper ton micro s'il te plaît? Merci. Quelles sont mes ressources stables? Donc mes capitaux propres, les emprunts à moyen et long terme, les comptes courants associés. Donc tout ceci, c'est mes ressources stables. Et puis ensuite, le bas du bilan, donc on va avoir l'actif circulant avec les stocks, les créances clients et le passif circulant, les dettes fournisseurs, dettes fiscales et sociales. Et on aura au final la trésorerie. Voilà. Donc ça, c'est le bilan. Et le bilan, on va pouvoir l'analyser, comme je viens de vous le décrire, en bilan fonctionnel pour avoir les différentes analyses d'agrégats, on appelle ça comme ça. Et puis la trésorerie prévisionnelle. Donc, comme je vous l'ai indiqué, de manière plus ou moins affinée, cette analyse, soit avec des soldes de fin de période, ou alors avec une analyse beaucoup plus précise, mois par mois, notamment sur la première année, pour vérifier qu'on n'a pas de soucis, notamment avec la saisonnalité. Voilà pour le prévisionnel. On va passer maintenant au tableau de bord. Donc, j'ai créé mon entreprise, j'ai démarré depuis quelques mois. Et donc, il va falloir mettre en place très, très vite un tableau de bord avec le choix d'indicateurs. Donc, quel est l'objectif? C'est analyser les indicateurs. J'insiste, utiles à l'entreprise. D'accord? Donc, chaque tableau de bord est propre à chaque entreprise. Il faut vraiment que les indicateurs soient ajustés à son cas. Donc, il serait presque dangereux de prendre un tableau de bord standard de votre voisin. Nécessairement, les projets ne seront pas les mêmes et vous n'aurez pas les mêmes choses à analyser. Bien entendu, il y a des indicateurs qui sont incontournables. Le suivi du chiffre d'affaires, ça, a priori, tout le monde va le suivre. D'accord? Mais ensuite, on verra ce qui est nécessaire. Quelle est l'utilité? Alors, c'est un outil de mesure de la santé de l'entreprise, puisque vous allez analyser les évolutions, et c'est un outil d'aide à la décision. Si je me rends compte que mes marges baissent, que mon chiffre d'affaires ne correspond pas à ce que j'avais prévu, et quand je suis à partir de la deuxième année à ce que j'ai fait l'année dernière, il va falloir que je prenne des décisions et des actions correctives, en tout cas que j'explique. Alors, comment est-ce que je vais le mettre en place? Comme je vous le disais, je vais le comparer d'abord au budget qui est dans le prévisionnel sur ma première année d'exploitation, puisque je n'ai pas d'autres bases. Et ensuite, bien souvent, je vais le comparer par rapport à la période N-1. D'autres vont choisir de maintenir en permanence leur prévisionnel. C'est souvent le cas dans les startups, dans les projets innovants. Et donc, compareront toujours leurs indicateurs par rapport à ce qu'ils avaient prévu et non pas par rapport à ce qu'ils avaient fait en N-1. On va quand même toujours un peu avoir un œil dans le rétroviseur et vérifier
ce qu'on avait fait l'année N-1. Donc, comme je vous le disais, il est 100% personnalisé. Alors, de quoi est-il composé, ces fameux indicateurs? Ces fameux indicateurs, on peut les répertorier sous 3 grandes familles. Donc, alors, on les appelle des KPIs, Key Performance Indicators. Ils vont être financiers, bien entendu, mais on va pouvoir avoir aussi des indicateurs quantitatifs et des indicateurs qualitatifs. Sous quelle périodicité est-ce qu'on va établir ce tableau de bord? On va pouvoir, alors, c'est les 2 périodicités qui sont vivement conseillées. Plus régulièrement, ça, à mon avis, ça ne présente pas d'intérêt. Et sur des périodes plus longues, là aussi, s'il y a des actions à faire, ben, on aura 6 mois dans la vue, donc ce sera parfois un peu tard. Alors, donc, ces indicateurs, que ce soit qu'ils soient financiers, qualitatifs, quantitatifs, peu importe, ils doivent répondre à 5 critères. Ils doivent être simples, ça ne doit pas être une usine à gaz pour pouvoir les calculer. Ils doivent être mesurables, bien entendu. Ils doivent être concrets, c'est-à-dire qu'ils doivent vous parler. Ils doivent être disponibles, l'information, on doit l'avoir. Ils doivent être pertinents par rapport à votre activité. Là aussi, comme je vous disais, vous ne pouvez pas prendre le tableau de bord du voisin. Alors, les indicateurs. D'abord, les indicateurs financiers. Vous allez voir que, a priori, c'est là où on en a le plus. Donc, on a là, dans les indicateurs financiers, deux sous-familles. Les indicateurs d'exploitation. Donc, le suivi du chiffre d'affaires, bien entendu. Le suivi de la marge commerciale ou de la marge sur production en fonction de votre activité. Est-ce que vous avez une activité de négoce ou de production? C'est important de la suivre, surtout quand on a des sources d'approvisionnement où les prix des matières premières ou des marchandises peuvent varier d'une période à l'autre. Je pense quand je dois acheter à l'export des matières premières qui viennent de loin, il peut y avoir des pressions sur les marchés. Il peut y avoir aussi des variations des taux de change. Alors, ça fait quelques années que le dollar varie, mais ça reste gérable, mais on a connu des périodes où il y avait d'énormes variations et donc ça avait un gros impact nécessairement sur les marges. Les charges de structure, qu'est-ce que c'est les charges de structure? Alors, on appelle ça aussi, assez souvent, ça dépend des méthodes analytiques qu'on va utiliser, mais c'est essentiellement des charges fixes. Je vais y retrouver mon loyer, mes assurances, mes frais bancaires, mes frais de télécommunication, la publicité, toutes ces choses-là. Donc, je vais essayer aussi de les suivre pour m'assurer qu'il n'y a pas de dérapage. Et puis, les charges de personnel. Donc, ma masse salariale, comment est-ce qu'elle évolue? Et grâce à tous ces indicateurs, je vais également pouvoir calculer des ratios. Par exemple, mon ratio de productivité. Quel est mon ratio de productivité? C'est ma masse salariale sur mon chiffre d'affaires. Et plus finement, c'est plutôt mes heures travaillées sur mon chiffre d'affaires. Donc, qu'est-ce que je génère par heure travaillée comme chiffre d'affaires? Et ce sera ma productivité. Dans mes ratios structurels, donc les indicateurs d'investissement, quel budget j'ai alloué sur la période, mes stocks, comment est-ce qu'ils ont varié, mes créances clients également, comment est-ce qu'elles évoluent. J'ai mis entre parenthèses mes créances CD si je fais appel à un facteur, il faut en tenir compte, mes dettes fournisseurs, mon niveau de trésorerie. Et là aussi, grâce à tout ceci, je vais pouvoir calculer des ratios, mes délais de rotation des créances clients, des paiements fournisseurs, de rotation de stock, toutes ces choses-là. On passe aux indicateurs quantitatifs. Donc là aussi, la liste, bien entendu, n'est pas exhaustive.
mais je vous en ai mis quelques-uns. Le nombre de devis émis, le nombre de devis convertis avec succès. Donc, et là, on va pouvoir calculer un ratio devis convertis sur devis émis. Mais vous trouverez également plein d'autres ratios qui existent. Mon délai de conservation de mes clients, par exemple. Mes délais d'encaissement de mes créances clients, de paiement des dettes fournisseurs et de rotation des stocks. J'en ai parlé préalablement, mais on les répertoriera plutôt dans les indicateurs quantitatifs. Les indicateurs qualitatifs. Donc, quel est le coût d'acquisition des nouveaux clients? Alors, le coût d'acquisition des nouveaux clients, c'est quel est le budget publicité marketing alloué sur la période par rapport au chiffre d'affaires généré. Et ça m'indiquera quelle est la dépense que j'engage pour acquérir de nouveaux clients. Et ça, je vais pouvoir le suivre de période en période. Quel est le taux de fidélisation des clients? Donc ça, il me faudra avoir une analyse fine des clients qui recommandent, d'accord? Et quel est le taux de perte de clients, de la même manière, mais à l'envers. Voilà, donc pour les tableaux de bord, on passe maintenant au suivi de trésorerie. Et puis, une fois que j'aurai fini le PowerPoint, je vous montrerai deux exemples de prévisionnel et de tableau de bord. Donc, le suivi de trésorerie est principalement en cette période compliquée, il est indispensable. Je ne peux pas vous dire mieux en période de crise. Pourquoi? Parce qu'on pilote clairement à vue. Il est très difficile de faire des projections, surtout lorsque le marché de l'entreprise est lié à la conjoncture. Donc, suivre son tableau de trésorerie au quotidien, c'est nécessaire. Et on appelle ça, on va travailler plutôt le carburant de l'entreprise. D'accord? Donc, le carburant, c'est clairement la trésorerie. Donc, on va pouvoir mettre en place des tableaux de suivi de trésorerie. Alors, je vous en ai mis un exemple. Il est synthétique, mais vous pourrez bien entendu le détailler beaucoup plus. Mais grosso modo, il faudra qu'il inclue à minima ces informations-là. Donc, on va le suivre probablement de manière mensuelle. Quand les choses sont un petit peu plus tendues, que on a un niveau de trésorerie pas très élevé, voilà, pour dire les choses correctement. On va peut-être le suivre à la semaine ou à la décade, d'accord? Donc tous les 10 jours. Pour ne pas se retrouver en fin de mois ou en cours de mois avec une difficulté, ne pas l'avoir anticipé et surtout ne pas avoir prévenu le banquier. Alors, le risque de ne pas prévenir son banquier, c'est quoi? Eh bien, c'est de se faire rejeter les paiements et d'avoir des frais bancaires qui s'envolent et mettre encore plus en difficulté l'entreprise. Donc, ce tableau de suivi de trésorerie, il va être décomposé en deux parties. D'une part, les encaissements. Donc, on va suivre, bien entendu, de manière distincte des autres encaissements, les encaissements de créances clients. En TTC, bien entendu, puisqu'on est dans un tableau de suivi de trésorerie. D'accord? Les autres encaissements, je vais encaisser un emprunt, je vais encaisser une subvention, une aide d'État, voilà. Donc, je ferai un total mois par mois ou période par période de ces totaux d'encaissement. Ensuite, toute la partie décaissement. Donc, je les ai distingués par grande famille, mais on peut les détailler encore plus. Par exemple, les charges de structure, généralement, elles sont vraiment détaillées à la ligne. Donc, les matières premières, les marchandises, les emballages.
Là aussi, souvent, on les détaille par fournisseur parce qu'on va se rendre compte que peut-être qu'en début d'activité, vous aurez tout un tas de fournisseurs, mais assez vite, vous allez vous recentrer sur ceux avec lesquels les relations fonctionnent le mieux, ceux qui vous octroient des délais de paiement le plus importants, qui sont les plus sérieux dans les délais de livraison, voilà, tout un tas de raisons. Donc, on pourra tout à fait détailler ces achats de matières premières, de marchandises ou d'emballage par fournisseur. Les charges de structure, comme je vous l'ai indiqué, les charges de personnel. Alors là, nécessairement, on va les détailler aussi. Donc, on va y retrouver les salaires nets, les charges sociales. Donc, les charges sociales, elles vont inclure les charges salariales et les charges patronales, d'accord? Et elles seront payées généralement le 15 du mois qui suit, d'accord? Qui suit la période d'emploi. Donc, mes charges sociales de la période d'emploi de janvier seront à payer au 15 février. Voilà. Donc, je vais créer une ligne supplémentaire. Et puis, il y aura également des charges sociales, alors, qui sont à la limite des taxes. D'ailleurs, dans les soldes intermédiaires de gestion, elles sont catégorisées dans les autres impôts et taxes. Ce sont des taxes assises sur les rémunérations, mais qui sont annuelles. Taxes d'apprentissage, formation. La TVA, bien entendu. Donc, je vous ai indiqué que les créances clients, elles étaient TTC. Les achats de matières premières, les charges de fonctionnement aussi, elles apparaissent TTC. Et la ligne TVA, qu'est-ce que je vais devoir payer? Donc, c'est toujours le mois qui suit la période d'activité. Et en fonction de la structure juridique, la date limite de paiement ne sera pas la même. Grosso modo, on va du 16 jusqu'au 24. Voilà, en fonction de la forme juridique de l'entreprise. Donc, TVA, là, je suis partie sur l'hypothèse qu'elle était payante, mais vous pouvez très bien vous retrouver avec un crédit de TVA. Et dans ce cas-là, soit vous mettrez en négatif sur la ligne des encaissements, soit vous le mettrez dans les encaissements, entre encaissements, ou alors vous créerez une ligne à part, puisqu'il est tout à fait possible de solliciter un remboursement de crédit de TVA du moment que celui-ci excède 800 €. Les délais de remboursement, d'encaissement des crédits de TVA est assez rapide aujourd'hui, surtout en cette période, puisque l'administration fiscale a reçu des directives leur demandant de traiter très rapidement les remboursements. Donc, on est à 15 jours, 3 semaines. Impôts et taxes, donc on va retrouver tous les impôts et taxes auxquels l'entreprise est soumise. Et puis, les remboursements d'emprunts divers et variés, tout ce que l'entreprise va devoir rembourser à son banquier, mais pourquoi pas aussi à ses associés, les comptes courants d'associés, tel qu'il est prévu dans l'Assemblée générale de les rembourser sur un rythme bien précis. Donc, on aura le total des décaissements, et là, on va bien entendu calculer donc, le report de la trésorerie de fin de mois sur la case trésorerie de début de mois et le solde de trésorerie de fin de mois qui va se calculer. Voilà. Donc, ça va permettre de suivre ma trésorerie et d'anticiper mes éventuelles difficultés pour aller en parler avec mon banquier et trouver des solutions pour ne pas avoir de rejet de paiement. Voilà. Le dernier aspect, avec qui je travaille, j'établis ces différents tableaux. Eh bien, il y a deux solutions. Soit c'est en interne, si vous en avez les compétences, si vous vous sentez de le faire, si vous en avez le temps également, ou alors en vous appuyant sur votre expert comptable qui est tout à fait à même de vous accompagner sur ces éléments-là. Voilà. Donc, je vous remercie pour votre écoute. Avant de passer aux questions, donc je vais vous présenter
deux exemples, l'un de tableau de bord et l'autre de prévisionnel. Voilà, donc ça c'est un exemple de tableau de bord. Philippe, est-ce que tu peux me dire si vous y avez, si vous le voyez? Non, on est toujours à merci pour votre écoute. On est toujours sur le précédent. Ok, alors. Merci. Hop. Voilà, là ça doit être bon. Oui, c'est parfait. Donc ça, c'est un exemple de rapport d'un dossier prévisionnel qui est présenté sous forme, alors l'entreprise est totalement fictive et le cabinet également, hein. C'est l'éditeur de logiciels qui nous met à disposition cet exemple. Donc c'est un rapport sous forme plutôt interactive, mais ensuite il existe des présentations beaucoup plus détaillées avec les tableaux que je vous ai indiqués. Donc là, vous voyez, c'est la partie descriptive du projet. Ensuite, on arrive très rapidement à la partie chiffrée. Donc, mon chiffre d'affaires, comment est-ce que je le prévois? À noter que là, c'est une entreprise qui existait déjà. Vous voyez, année N-1, donc c'est une entreprise déjà existante et qui établit un prévisionnel pour les 3 années à venir. La marge également, qu'est-ce que je prévois? Et je mets un petit commentaire en dessous éventuellement. Mes charges externes, c'est ce que j'ai appelé tout à l'heure charges de structure. Les charges de personnel également. L'excédent brut d'exploitation, c'est un des soldes qui figure dans les soldes intermédiaires de gestion. Le résultat de l'exercice, bien entendu. Mes ratios d'activité, donc là en fait, hein, c'est mes soldes intermédiaires de gestion, mais condensés. Je vais indiquer les principales informations en pourcentage. Un petit diagramme qui permet d'indiquer année par année mon chiffre d'affaires, ma marge, mon résultat que je prévois. Et puis la partie financière pour le bilan et la trésorerie. Donc, ma capacité à rembourser les emprunts, c'est très important. Je vais calculer ma capacité d'autofinancement, qui est issue de mon compte de résultat, de mes soldes intermédiaires de gestion, et quel est le capital que je vais devoir rembourser chaque année. Donc, est-ce que ma capacité d'autofinancement est suffisante pour rembourser mon capital? Et puis, je vais indiquer une petite conclusion. Voilà. Donc ça, c'est un prévisionnel qui est présenté de manière extrêmement synthétique. Souvent, on fournira un état un petit peu plus détaillé. Et puis, pour la partie tableau de bord, donc là, c'est pareil, hein, entreprise totalement fictive. Donc, on va toujours indiquer quels sont les indicateurs, quels sont les éléments que je vais analyser. Donc ici, vous avez un petit résumé de tout ce que j'ai analysé. Donc là, mes chiffres clés du mois. Moi, j'ai choisi d'analyser mon chiffre d'affaires, mon résultat. Donc, c'est quand même un tableau de bord qui est relativement poussé parce que pour avoir un résultat chaque mois, il faut faire une sorte d'arrêté de compte tous les mois. Qu'est-ce que j'avais prévu par rapport à mon budget et quels sont mes chiffres cumulés depuis le début de mon exercice. D'accord? Ici, vous voyez, quelle est ma tendance de chiffre d'affaires? Donc là, je compare carrément et par rapport à mon budget, par rapport à mon prévisionnel, mais aussi par rapport à N-1. Donc, toujours pareil, sachant que c'est une entreprise qui existe déjà, qui a de l'antériorité. Et puis, un petit
un petit schéma, un petit suivi de mon niveau de trésorerie. Voilà, cette année et N-1. Donc ça, c'est le résumé. Et puis ensuite, j'ai mes indicateurs de manière beaucoup plus détaillée. Mon chiffre d'affaires, mois par mois, toujours pareil. Réalisé, budget, mon chiffre d'affaires ici, ma marge globale, mes frais généraux, mes frais de personnel, mon excédent brut d'exploitation, mon résultat net et ma variation de trésorerie. La synthèse du mois en cumul, donc ici, c'était le mois et ici, c'est depuis le début de l'exercice. Donc, c'est ni plus ni moins que ce qu'on a vu sur la première slide, mais de manière détaillée. Mes consommations, donc, à combien je suis par rapport à mon budget. Donc, mon chiffre d'affaires, il représente là, dans mon cas, 23% du budget que j'ai prévu, donc de mes prévisions. Et mon résultat cumulé, j'ai largement dépassé ce que j'avais prévu. Les points sensibles, je vais pouvoir mettre en exergue aussi des éléments que je veux suivre de manière beaucoup plus précise. Là, les ventes d'articles de plongée, probablement parce que c'est mon produit phare, et mes formations vendues également. D'autres points sensibles, ce sont dans mes charges de fonctionnement, des charges que je veux suivre de manière plus précise, parce qu'à tout moment, ça peut déraper. Donc, j'y porte une attention particulière. Mes indicateurs, vous voyez, donc là, c'est des indicateurs quantitatifs pour le coup. Combien de formations j'ai dispensées? Quel est mon objectif? Quel est l'écart à ce jour? Mon besoin en fonds de roulement. Donc, mes stocks, mes créances clients, mes encours fournisseurs en valeur absolue. Et puis, ma variation, ici en dessous, de mois en mois. Ma synthèse de mes soldes intermédiaires de gestion. Donc, là aussi, c'est ce que je vous indiquais tout à l'heure. C'est un tableau de bord qui est relativement poussé, parce que pour obtenir le BE, notamment, et le résultat net, il faut faire quasiment un arrêté des comptes tous les mois. L'analyse sectorielle des ratios d'activité. Donc, je peux me comparer par rapport à mon secteur d'activité grâce à mon code APE. Alors, il faudra le prendre avec un certain recul, parce que même si on a le même code APE que notre concurrent, on peut avoir des activités qui sont totalement différentes. Mes projections d'activité, donc à quoi j'arrive? Alors, qu'est-ce que j'ai réalisé? Et si je rajoute le reste à réaliser, donc quelle est ma projection? Quel était mon budget sans tenir compte de ce que j'ai réalisé? Qu'est-ce que j'ai fait en N-1? Mon chiffre d'affaires global, qu'est-ce que j'ai réalisé? Alors, toujours pareil, hein, là, c'est un petit peu redondant. Ma marge commerciale aussi. Mes frais généraux, là, de manière globale. Mon résultat net. Et je fais toujours une petite conclusion, un petit commentaire. Voilà. Donc, je vous remercie encore une fois pour votre écoute. Et puis, je reste à votre disposition pour les éventuelles questions que vous auriez. Merci Juliette. C'était très clair. C'est peut-être pour ça que pour l'instant, nous n'avons pas de questions. La clarté de tes propos. Une petite précision pour ceux qui souhaiteraient approfondir ce sujet-là. En partenariat avec l'IMT Mines, on va organiser d'ici la fin de l'année une formation sur les tableaux de bord, sur le pilotage. Voilà, donc n'hésitez pas à revenir vers nous si vous souhaitez approfondir ce sujet-là. Et s'il n'y a pas de questions, nous allons te libérer. Merci à tous d'avoir suivi ce webinaire. Merci encore à toi. Merci à vous. Et bonne journée. Bonne journée également. À bientôt. Au revoir. Bonne journée à tous. Au revoir. Au revoir.